On vous dit que l'éveil spirituel est une affaire de paix, de lumière et de transcendance. Carl Jung a découvert tout le contraire. La phase finale, voyez-vous, ne consiste pas à devenir un saint, elle consiste à devenir entier. Et cette perspective terrifie l'esprit humain plus que toute autre chose. Cette transformation exige un sacrifice que la plupart des gens refusent de faire. Non pas le sacrifice de vos vices ou de votre ego, mais le sacrifice de votre innocence elle-même. La plupart des chercheurs spirituels s'arrêtent là où les sensations sont agréables. Ils méditent, ils pratiquent la gratitude, ils s'entourent d'affirmations positives. Ils confondent ce que Kierkegaard aurait appelé le stade esthétique avec la véritable quête. Jung a conceptualisé ce phénomène, que nous nommons aujourd'hui le contournement spirituel, bien avant que le terme n'existe. Il a vu défiler dans son cabinet, patient après patient, des individus qui pensaient avoir atteint l'illumination pour finalement découvrir qu'ils avaient simplement bâti une prison de lumière autour de leurs propres ténèbres. Le véritable voyage n'avait même pas encore commencé. Dans ses notes privées, ces carnets secrets que l'on nommera plus tard le livre rouge, Jung a documenté quelque chose de dangereux, de véritablement périlleux. Certains patients parvenaient à percer jusqu'à la phase finale. D'autres s'effondraient complètement, leur psyché se fragmentant en 1000 morceaux. La différence entre ces deux destins ne résidait ni dans l'intelligence, ni dans la volonté. Elle résidait dans leur capacité à endurer ce qu'il appelait le grand désespoir. Ce moment précis où votre vie entière cesse d'avoir le moindre sens, où chaque réussite, chaque diplôme, chaque promotion sonne creux, où chaque relation se révèle n'être qu'une performance, une pièce de théâtre bien rodée. Ce n'est pas une dépression au sens clinique du terme. C'est l'éveil brutal au fait que vous avez vécu la vie de quelqu'un d'autre. Vous étiez un acteur dans le scénario d'un inconnu. Pour comprendre la portée de la découverte de Jung, il faut remonter à la source de tout cela. Dans sa pratique clinique à Zurich, au début du XXe siècle, Jung rencontrait des individus qui avaient, en apparence, tout fait correctement. Ils avaient des carrières brillantes, des familles aimantes. Ils avaient suivi à la lettre toutes les règles que la société bourgeoise leur avait imposées. Et pourtant, ils étaient assis dans son bureau, décrivant un vide profond, une vacuité existentielle qu'aucun succès matériel ou social ne pouvait combler. Ce n'étaient pas des gens déprimés. C'étaient des âmes qui suffoquaient sous le poids d'une vie parfaite en vitrine, mais morte de l'intérieur. Jung a compris que ces patients expérimentaient ce qu'il allait plus tard appeler, en empruntant le terme au mystique Jean de la Croix, la nuit noire de l'âme. Mais pour Jung, ce n'était pas une métaphore poétique, c'était un creuset psychologique, un véritable alambic de l'âme qui soit détruisait les gens, soit les transformait en quelque chose qui dépassait l'entendement de la psychologie moderne de l'époque, y compris celle de son mentor, Freud. Il a commencé à documenter des schémas, des étapes spécifiques qui apparaissaient encore et encore chez ceux qui parvenaient à naviguer sur ce territoire périlleux. Et voici ce qui rendait la découverte de Jung si dangereuse, si subversive. La phase finale de l'éveil n'est pas sécurisante. Elle n'est pas confortable. Elle ne se produit pas lors de retraites de méditation luxueuses ou dans des ateliers de développement personnel bienveillants. Elle se produit au milieu des décombres de votre ancienne vie. Elle survient lorsque tout ce que vous avez construit s'effondre. Elle arrive lorsque vous ne pouvez plus maintenir l'illusion que vous êtes la personne que vous prétendez être. La descente finale, le début de la véritable initiation, commence par l'effondrement de la persona. La persona, c'est ce masque social que vous avez passé des décennies à construire et à perfectionner, le bon enfant, le professionnel à succès, le parent dévoué, le chercheur spirituel éclairé. Le masque vous va si parfaitement que vous avez fini par oublier que c'en était un. Vous avez fusionné avec votre rôle. Puis un jour, sans crier gare, le masque se fissure. Une remarque anodine, un échec inattendu, une rencontre déstabilisante, et la première fêlure apparaît. Vous vous retrouvez soudain incapable d'accomplir les rituels qui vous définissaient autrefois. Le travail qui vous donnait une identité, un statut, vous semble soudain absurde et dénué de sens. Les pratiques spirituelles qui vous apportaient la paix, comme la méditation ou le yoga, vous semblent vides, mécaniques. Les amis qui vous dynamisaient autrefois vous épuisent désormais complètement, car leur compagnie vous oblige à porter ce masque devenu trop lourd. Jung appelait cela la mort du faux soi, mais cela ne ressemble en rien à une renaissance. Cela ressemble à une annihilation pure et simple. Vous devenez un étranger dans votre propre vie. Vos proches sentent que quelque chose a changé. Ils vous demandent si tout va bien, avec une inquiétude mêlée de suspicion. Vous répondez oui, bien sûr, parce que la vérité est trop dérangeante pour être dite. La vérité, c'est que vous assistez, impuissant, à la dissolution de votre identité tout entière
et que vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Vous êtes seul, d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Cet isolement n'est pas un accident. C'est une préparation nécessaire pour ce qui va suivre. Votre persona n'était pas seulement un masque que vous portiez en société. C'était un système de défense sophistiqué, conçu pour vous protéger de la vérité la plus terrifiante de l'existence humaine. Celle que sous la façade sociale, sous les accomplissements, les rôles et les histoires que vous vous racontez, il y a une obscurité que vous avez passé votre vie entière à fuir. Jung a appelé cette obscurité l'ombre. La deuxième phase est la confrontation avec l'ombre. C'est ici que la plupart des gens font demi-tour. C'est ici que le chemin devient trop escarpé, car l'ombre, ce ne sont pas seulement vos défauts ou vos erreurs. L'ombre, c'est la prise de conscience que vous êtes capable de commettre chaque mal que vous avez toujours jugé chez les autres. Chaque cruauté, chaque trahison, chaque acte de lâcheté. Jung a découvert que nous projetons notre propre obscurité sur le monde pour éviter de la voir en nous-mêmes. C'est un mécanisme de défense psychique fondamental. Nous qualifions les autres de manipulateurs pour éviter de voir notre propre manipulation. Nous condamnons les autres comme étant égoïstes pour nier notre propre égoïsme. Nous nous indignons de l'arrogance d'autrui pour masquer notre propre sentiment de supériorité. Soyons parfaitement clairs sur ce que cela signifie. La personne que vous avez jugée pour son mensonge, vous êtes cette personne. L'ami qui vous a trahi, vous contenez en vous cette capacité à trahir. Le narcissique qui vous a utilisé, cette dynamique vit dans votre ombre. Chaque qualité que vous méprisez chez les autres existe en vous, non pas comme un potentiel lointain, mais comme une réalité latente. Vous avez déjà commis ces actes. Peut être pas en action, mais en pensée, en désir, dans les chambres secrètes de votre esprit, là où vous vous autorisez à être qui vous êtes vraiment. La phase finale vous force à retirer chaque projection, une par une. C'est un processus douloureux, comme arracher des flèches de sa propre chair. Vous arrêtez de blâmer vos parents. Vous arrêtez de blâmer votre partenaire. Vous arrêtez de blâmer la société. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez enfin la vérité. Vous n'êtes pas une victime de l'obscurité. Vous êtes l'obscurité qui prétend être la lumière. C'est l'étape la plus difficile, car elle détruit votre supériorité morale. Vous ne pouvez plus être la bonne personne qui juge les mauvaises personnes. Vous devez devenir la personne entière qui contient à la fois le saint et le pécheur, le héros et le lâche, le créateur et le destructeur. Jung a documenté comment cette prise de conscience se manifeste. Ses patients décrivaient des moments de clarté choquante. Ils se souvenaient d'un moment où ils avaient manipulé quelqu'un en déguisant cela sous le couvert de l'aide. Un moment où ils avaient blessé quelqu'un en appelant cela de l'honnêteté brutale. Un moment où ils avaient abandonné quelqu'un en justifiant cela par la nécessité de poser des limites. L'ombre ne se révèle pas comme un mal caricatural, avec des cornes et une fourche. Elle se révèle comme tout ce que vous avez fait, en croyant fermement que vous étiez quelqu'un de bien. C'est la raison pour laquelle la plupart des chercheurs spirituels n'atteignent jamais ce stade. Ils ont trop investi dans leur identité de personne bonne. Toute leur construction identitaire repose sur le fait d'être plus évolué, plus conscient, plus éclairé que les autres. L'ombre détruit complètement cette identité. Elle vous montre que vous n'êtes pas plus évolué. Vous êtes simplement meilleur pour cacher votre obscurité. Vous n'êtes pas plus conscient. Vous êtes simplement plus doué pour le déni. Vous n'êtes pas plus éclairé. Vous êtes simplement plus convaincu de votre propre supériorité. Si vous avez déjà senti cette prise de conscience vous déchirer la poitrine comme une lame, sachez que vous n'êtes pas en train de vous briser, vous êtes en train de percer. Mais la douleur ne s'arrête pas là. En fait, elle s'intensifie. La confrontation avec l'ombre n'est que le début. La troisième phase est la mort de l'ego. Pas la version édulcorée des maîtres spirituels où vous transcendez votre ego par la méditation et le chant de mantras. Non, la version brutale où la partie de vous qui veut être spéciale, reconnue et importante meurt en hurlant. Votre ego n'est pas seulement la vanité ou l'orgueil. Votre ego est la structure même qui donne un sens au chaos. C'est la partie de vous qui dit « je suis ceci et non cela ». Je suis bon et non mauvais. Je suis éveillé et non ignorant. C'est le narrateur de votre histoire personnelle. Jung a documenté cette phase comme une mort psychologique. Ses patients décrivaient la sensation d'être en train de mourir, alors que leur corps continuait de vivre. Tout ce à quoi ils s'identifiaient disparaissait. Leur réussite ne signifiait plus rien, leur connaissance ne signifiait plus rien, leur progrès spirituel ne signifiait plus rien. Ils se retrouvaient avec rien d'autre que l'existence brute. Pas d'histoire, pas de sens, pas de but, juste la liberté terrifiante d'être en vie sans savoir pourquoi. L'un des patients de Jung a décrit l'expérience de cette façon et ces mots résonnent d'une vérité glaciale. Je me suis réveillé un matin
et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui j'étais. Pas d'une manière curieuse et philosophique, mais d'une manière absolument terrifiante. Mon nom me semblait un mot vide de sens. Mon visage dans le miroir était celui d'un étranger. Ma vie entière me semblait une histoire écrite par quelqu'un d'autre et que j'avais été forcé de jouer. Je ne pouvais pas me souvenir pourquoi j'avais choisi ma carrière, pourquoi j'avais épousé mon conjoint, pourquoi je m'accrochais à l'une des croyances que je prétendais défendre. Tout m'a été révélé comme arbitraire, aléatoire, dénué de signification intrinsèque. Voilà le vide dont les enseignants spirituels vous avertissent, mais auquel ils ne vous préparent jamais vraiment. Voilà la crise existentielle qui ne peut être résolue par des affirmations positives ou des séances de méditation. C'est le moment où vous réalisez que tout ce que vous pensiez être réel n'est qu'une construction. Votre personnalité est une construction. Vos valeurs sont une construction. Votre sentiment même d'identité est une histoire que vous vous racontez depuis des années pour éviter la terreur d'être personne. La plupart des gens ne peuvent tolérer ce vide. Ils se précipitent pour le combler. Ils se forgent une nouvelle identité, un nouveau masque, une meilleure histoire. Ils deviennent celui qui a survécu à une dépression, celui qui a changé de vie, celui qui a trouvé la spiritualité. Ils confondent cette nouvelle identité avec l'éveil. Mais ils n'ont fait que réarranger les meubles dans leur prison. Les êtres véritablement éveillés ne se précipitent pas pour combler le vide. Ils s'assoient dedans. Ils laissent la mort s'accomplir jusqu'au bout. Ils acceptent qu'ils ne sont rien, personne, aucune chose fixe qui puisse être nommée, revendiquée ou défendue. Jung appelait cela la mort de l'ego. Mais il prenait soin de la distinguer de la psychose ou de l'effondrement mental. Dans la psychose, l'ego se brise et le chaos de l'inconscient déferle. Dans la véritable mort de l'ego se dissout et un espace de conscience pure demeure. Vous ne perdez pas votre esprit. Vous perdez votre identification à votre esprit. Vous ne devenez pas fou. Vous vous réveillez de la folie qui consiste à croire que vous êtes la voix dans votre tête. Cette phase peut durer des semaines, des mois, voire des années. Jung a documenté des patients qui ont passé des saisons entières dans cet espace liminal, incapables de revenir à ce qu'ils étaient, incapables d'avancer vers quelque chose de nouveau, suspendus entre la mort et la renaissance. C'est le stade du cocon, la dissolution complète de la chenille. Et c'est ici que Jung a découvert quelque chose que la plupart des psychologues refusent encore de reconnaître aujourd'hui. Ce n'est pas une pathologie, c'est une transformation. La chenille doit se dissoudre complètement, devenir une soupe primordiale, avant que le papillon ne puisse émerger. Il n'y a pas de raccourci pour éviter la dissolution. Puis vient la quatrième phase, l'union des opposés, la conjunctio oppositorum des alchimistes. Vous n'essayez plus d'être bon. Vous intégrez le fait que vous êtes à la fois lumière et ombre, création et destruction, amour et haine. Vous êtes le terrain de jeu où ces forces dansent. C'est ce que Jung entendait par l'individuation. Non pas devenir une meilleure personne, mais devenir une personne complète, une personne entière. Et voici pourquoi c'est dangereux pour l'ordre établi. Une personne entière ne peut pas être manipulée. Elle voit clair dans chaque jeu de pouvoir, car elle connaît tous les jeux. Elle les a tous joués elle-même, dans l'arène de sa propre psyché. Laissez-moi vous décrire à quoi cela ressemble en pratique. La personne individuée n'est pas gentille. Elle est bienveillante. Kind. La gentillesse est souvent une performance, une stratégie pour être aimée ou pour éviter le conflit. La bienveillance est authentique, elle émane de la force. Cette personne ne sourit pas quand elle est en colère. Elle n'est pas d'accord quand elle est en désaccord. Elle ne prétend pas s'intéresser à des choses qui l'ennuient profondément. Elle a abandonné tous les scripts sociaux qui l'obligent à être moins honnête. Cela met les gens profondément mal à l'aise. La personne individuée fixe des limites qui semblent brutales à ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Elle dit non sans avoir besoin de se justifier. Elle quitte les conversations qui la drainent. Elle coupe le contact avec les personnes toxiques sans culpabilité. Elle refuse de participer aux dysfonctionnements familiaux. Elle ne cautionnera pas votre histoire de victime. Elle ne vous sauvera pas des conséquences de vos actes. Elle ne prétendra pas que votre comportement est acceptable juste pour maintenir une paix superficielle. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la complétude. Quand vous avez intégré votre ombre, vous savez que le fait de surprotéger les autres les empêche de grandir. Quand votre ego est mort, vous n'avez plus besoin que les gens vous aiment ou vous approuvent. Quand vous avez uni vos opposés, vous pouvez être à la fois féroce et doux, selon ce que le moment exige. Vous n'êtes plus lié par le besoin d'être cohérent. Vous êtes libre d'être approprié. Jung a observé quelque chose de fascinant chez les personnes qui atteignent ce stade. Elles développent ce qu'il a appelé une présence dangereuse. Pas dangereuse au sens de violente. Dangereuse au sens où elles peuvent voir à travers tous les masques. Elles peuvent sentir chaque mensonge.
Elles peuvent percevoir chaque manipulation avant même qu'elle ne soit complètement formulée. Et elles ne peuvent plus être dupées, ni par les autres, ni par elles-mêmes. Cela fait d'eux de terribles invités lors de dîners mondains. Le small talk, la conversation de salon, leur devient insupportable car ils voient la danse des égos sous chaque banalité échangée. Le réseautage professionnel leur devient impossible car ils ne peuvent pas prétendre se soucier de connexions purement transactionnelles. Les rencontres amoureuses deviennent étranges car ils voient à travers la performance de séduction en 5 minutes. Ils savent qui vous êtes sous votre présentation et ils n'ont pas besoin que vous soyez autre chose que cela. Une personne entière n'essaie pas de transcender son humanité. Elle l'a acceptée complètement. Elle sait qu'elle est à la fois égoïste et généreuse, cruelle et compatissante, sage et stupide. Elle n'essaie pas d'être seulement les bonnes parties. Elle assume tout. Cette appropriation crée une sorte de pouvoir qui ne peut être ni enseigné ni simulé. C'est le pouvoir d'être réel dans un monde qui récompense la performance. C'est la transformation que la plupart des chercheurs spirituels évitent, car être entier signifie abandonner l'identité gratifiante de bonne personne. Cela signifie accepter que vous contenez le meurtrier et le saint, la trahison et la loyauté, la lâcheté et le courage. Vous n'êtes pas l'un ou l'autre, vous êtes la tension entre ces opposés. Cela vous rend imprévisible, cela vous rend ingouvernable, cela vous rend libre. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus profond. Les personnes qui atteignaient ce stade final cessaient de se soucier de l'éveil. Elles cessaient de se soucier de l'illumination. Elles cessaient de se soucier d'être spéciales, évoluées ou différentes des autres. Elles étaient tout simplement. Elles existaient sans avoir besoin que l'existence signifie quoi que ce soit. Elles vivaient sans avoir besoin que la vie ait un but précis. Elles aimaient sans avoir besoin que l'amour dure pour toujours. La phase finale est le retour. Après la descente dans les ténèbres, après la mort de l'ego, après l'union des opposés, vous revenez au monde. Mais vous n'êtes plus la personne qui est partie. Jung a décrit cela comme le retour du héros. Mais le héros n'est pas célébré. Le héros est craint. Parce que vous voyez maintenant ce que les autres ne peuvent pas voir. Vous sentez ce que les autres ne peuvent pas sentir. Vous savez ce que les autres refusent de savoir. Vous êtes calme dans le chaos, car vous avez touché le fond. Vous êtes dangereux de la meilleure façon qui soit, car on ne peut pas vous menacer de perdre quoi que ce soit. Vous avez déjà tout perdu. On ne peut pas vous séduire avec le pouvoir, car vous savez que le pouvoir est une illusion. On ne peut pas vous corrompre avec le plaisir, car vous savez que le plaisir est temporaire. Vous êtes devenu ce que devient l'empathe éveillé. Impossible à manipuler, impossible à contrôler, impossible à briser. La lutte cesse. Non pas parce que vous vous êtes réparé, mais parce que vous vous êtes accepté. Vous ne combattez plus l'ombre. Vous ne niez plus l'obscurité. Vous l'intégrez. Vous la devenez. Et en la devenant, vous la transcendez. C'est le paradoxe que Jung a découvert. La seule façon de devenir lumière est de devenir d'abord obscurité. La seule façon de devenir entier est de se briser complètement. La seule façon de s'éveiller est de mourir tout en restant en vie. Les personnes qui atteignent ce stade décrivent une paix étrange, pas la paix d'avoir tout compris, la paix de savoir que vous ne comprendrez jamais tout, pas la paix d'avoir atteint l'illumination, la paix de réaliser qu'il n'y a rien à atteindre, pas la paix de devenir entier, la paix de réaliser que vous avez toujours été entier et que la fragmentation n'était qu'une histoire. Jung a écrit que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais il en connaissait le coût. La plupart des gens ne le paieront jamais. Ils vivront et mourront dans leur persona. Ils projetteront leur ombre jusqu'à leur dernier souffle. Ils s'accrocheront à leur ego même s'ils les étouffent. Ils n'atteindront jamais la phase finale, car la phase finale exige quelque chose que la plupart des humains ne peuvent donner, la volonté d'être personne, le courage de n'être rien, la force de laisser mourir tout ce que vous pensiez être pour que tout ce que vous êtes réellement puisse naître. Ce chemin n'est pas pour le plus grand nombre. Il est pour les quelques-uns qui ne peuvent pas faire demi-tour, ceux qui ont trop vu, ceux qui ont ressenti trop profondément, ceux qui ne peuvent plus faire semblant. Si vous écoutez ces mots et que votre poitrine se serre, que votre gorge se noue, vous êtes l'un d'eux. Vous êtes dans la descente, vous êtes dans le nigredo, le noircissement alchimique, vous êtes dans la mort qui précède la renaissance. Laissez-moi vous dire ce que Jung n'a jamais écrit dans ses œuvres publiées, mais qu'il a consigné dans ses journaux intimes. Il a traversé ce processus lui-même. Sa confrontation avec l'inconscient, de 1913 à 1910 à 9, a été sa propre descente vers la phase finale. Il a documenté des visions et des rêves qui l'auraient fait interner dans un asile s'il les avait partagés publiquement à l'époque. Il a vécu la mort de sa identité professionnelle, la dissolution de son ego, la liberté terrifiante de ne plus savoir qui il était.
et il en est revenu changé. Si vous lisez les œuvres de Jung avant et après sa nuit noire de l'âme, vous pouvez sentir la différence. Avant, il était un psychologue brillant. Après, il était autre chose. Un mystique, un prophète, un homme qui était allé aux enfers et en était revenu avec une connaissance qui ne pouvait être dite directement. Il a passé le reste de sa vie à essayer de créer des cartes pour les autres, à essayer de laisser des miettes de pain pour que ceux qui le suivraient ne se sentent pas si seuls dans l'obscurité. Mais il connaissait la vérité. La phase finale ne peut pas être enseignée. Elle ne peut qu'être vécue. Aucun livre ne peut vous y préparer. Aucun enseignant ne peut vous guider. Aucune technique ne peut court-circuiter le processus. Vous devez le traverser vous-même. Vous devez sentir la terreur vous-même. Vous devez mourir vous-même. Et vous devez être prêt à le faire sans aucune garantie de retour. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas en échec. Vous ne régressez pas. Vous traversez la phase finale. La phase que la plupart des gens n'atteignent jamais. La phase que Jung appelait l'individuation. La phase où vous cessez d'être ce qu'on vous a dit d'être et devenez qui vous êtes réellement. C'est le voyage le plus dangereux car il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de gourou qui puisse le parcourir pour vous. Il n'y a que vous, l'obscurité, et la lente et terrifiante prise de conscience que l'obscurité, c'est vous. Mais de l'autre côté de cette obscurité, il y a quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais. La liberté. La vraie liberté. Pas la liberté de faire ce que vous voulez. La liberté d'être ce que vous êtes. Sans excuse, sans explication, sans avoir besoin que quiconque comprenne. Vous devenez cette chose que Jung a passé sa vie entière à essayer d'expliquer. Le soi, la totalité, l'union de tous les opposés, la fin de la guerre entre qui vous êtes et qui vous pensez que vous devriez être. Et voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'atteindre la phase finale. La vie ne devient pas plus facile. Vous ne transcendez pas les problèmes humains. Vous ressentez toujours la douleur. Vous vivez toujours la perte. Vous vous mettez toujours en colère. Vous êtes toujours triste et vous avez toujours peur. Mais votre relation à ces expériences se transforme complètement. Vous n'êtes plus identifié à elles. Vous les ressentez pleinement, sans devenir elles. Vous vivez les émotions comme la météo qui passe, intense, réelle, temporaire. La personne individuée ne contourne pas la douleur avec des concepts spirituels. Elle la ressent complètement. Mais elle ne construit pas d'histoire autour. Elle ne se demande pas pourquoi moi. Elle ne cherche pas de sens caché. Elle permet simplement à la douleur d'être la douleur, au deuil d'être le deuil, à la peur d'être la peur. Et dans cette permission, quelque chose de miraculeux se produit. Les émotions passent plus vite. Elles ne restent pas bloquées. Elles ne deviennent pas des traumatismes. Elles deviennent de l'expérience. Jung appelait cela la fonction transcendante. La capacité de tenir deux opposés simultanément sans avoir besoin de les résoudre. Vous pouvez être dévasté et bien en même temps. Vous pouvez avoir peur et être courageux en même temps. Vous pouvez être incertain et confiant en même temps. Vous n'essayez plus d'être une seule chose. Vous êtes l'espace qui contient toutes les choses. Et maintenant, permettez-moi de m'adresser directement à vous, qui écoutez ceci en France. Dans une culture façonnée par Descartes, par le siècle des Lumières, une culture qui chérit la raison, la lucidité et l'esprit critique, le chemin de Jung peut sembler, à première vue, une plongée dans l'irrationnel. Et c'est précisément là que réside sa pertinence pour l'âme française. Le français, dans son essence, se méfie des dogmes, y compris des dogmes spirituels trop simplistes. Le positive thinking à l'américaine, avec ses sourires forcés et ses affirmations creuses, sonne faux à une oreille habituée aux nuances de l'existentialisme. Sartre, Camus, de Beauvoir. Ils ont exploré le vide, l'absurde, la nausée de l'existence sans faux semblant. Ils ont compris que la liberté authentique commence par un regard lucide sur la condition humaine, sans le réconfort facile des illusions. Le chemin de Jung est la version psychologique et spirituelle de cet existentialisme. C'est un existentialisme vécu de l'intérieur. La confrontation avec l'ombre, n'est-ce pas là le courage de regarder l'enfer, c'est les autres, et de réaliser que cet enfer est aussi en soi. La mort de l'ego, n'est-ce pas là l'acceptation de l'absurdité de nos constructions sociales, de nos quêtes de statut, de se paraître si prégnant dans la société française. La psychologie jungienne offre une voie pour ne pas sombrer dans le cynisme ou le nihilisme, qui sont les pièges de l'intellect français. En intégrant l'ombre, on ne devient pas cynique, on devient complet. En vivant la mort de l'ego, on ne sombre pas dans le nihilisme, on découvre une liberté radicale, celle de Sisyphe heureux, qui trouve un sens non pas dans le but, mais dans l'acte lui-même. Le chemin jungien est une rébellion contre la tyrannie de la bonne personne, une rébellion contre la pression sociale de la conformité,
une rébellion contre la simplification du monde, en bien et en mal. C'est une quête d'authenticité si profonde qu'elle en devient subversive. Et cet esprit de rébellion, de non-conformisme intellectuel, est au cœur de l'identité française. C'est pourquoi ce voyage, bien que terrifiant, parle directement à votre psyché. Il ne vous demande pas de croire, il vous demande d'expérimenter. Il ne vous offre pas de réponse facile, il vous plonge dans la complexité du réel. Il ne vous promet pas le bonheur, il vous promet la complétude. Et dans une culture qui a toujours préféré une vérité difficile à un mensonge réconfortant, cette promesse est la seule qui vaille la peine d'être poursuivie. Le voyage est solitaire, oui, mais en le parcourant, vous rejoignez une lignée invisible de rebelles, de poètes maudits, de philosophes et de mystiques qui ont osé regarder dans l'abîme, et qui, en y regardant, ont trouvé non pas le monstre qu'ils craignaient, mais le reflet de leur propre totalité. Alors, si vous êtes sur ce chemin, si vous sentez le masque se fissurer, si l'obscurité monte, ne pensez pas que vous perdez la raison, cette raison si chère à votre culture. Vous êtes, au contraire, en train de la trouver. Une raison plus vaste, plus profonde, une raison qui embrasse le paradoxe et l'irrationnel. Vous êtes en train de devenir non pas moins, mais plus français. Un être de lucidité, de courage et d'une authenticité féroce. Vous êtes en train de devenir, enfin, vous-même. Et c'est là, et seulement là, que réside la véritable illumination.